Nous en serons au temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission Aracaille du 4 mars 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une exposition sur l'art dégénéré au musée Picasso à Paris. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre messagerie artracaille@orange.fr. Et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en temps. Из всех слухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на берегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых щенков, кричат загонщики, делаются и работы, кровь по снегу кипят, как красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков
идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней, только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна-красные флажков. Donc c'était la chanson Chasse au loup de Wysowski. Leadership. De l'escadrille d'emmerde, une nouveauté nouvelle depuis la fin de la dernière boucherie mondiale. Qu'à cause du Trump la mort qui dirige à Sturundu, la soi-disant première puissance mondiale, dont la planche à billets en surchauffe, l'autorise à se croire obligé de faire chier le susdit monde comme jamais. Que la dernière tartufferie de ce petit bonhomme au brushing ou brushing blondinet, tataner un homme qui se bat pour éviter à son pays, l'Ukraine, de se faire bouffer par l'amère Poutine, un dictateur cumulard, tueur, racketteur, bouffon, bouffi, pour faire simple. Et d'où ça, madame, dans le burlingue qu'il est ovale de la Maison-Blanche, le Kremlin Amerloc, qui fait menu à côté de la bouse de la place rouge. Et s'il vous plaît, en direct, presque, sur tous les écrans des téloches du monde entier. Dire l'élégance naturelle de l'actuel locataire de la White House, que le populo Amerloc a une chance qu'il ne mérite pas d'avoir, par ses votes, porté un tel gonfle-bouffigue au pouvoir suprême. Mais, pas que, hélas aussi pour le reste du monde dit civilisé. Je veux dire, les démocraties démocrates, celles qui restent, dont le nombre décroît à mesure que des pignoufs semblables à celui qui fait sa loi en Amérique accèdent aux responsabilités dans leur pays. Qu'on en a au moins un dans cette Europe des 27, l'Orban, un petit gros qui se la pue qui pète. Et qui, à l'imitation du blondinet Amerloc, fait des mamours aux parrains du Kremlin. D'autres sont tentés par la génuflexion. La Georgia mussolinienne, la marine en bois collabo, l'Alice Redel nazie. Que je vais pas m'essouffler, comme le Saint-Père, à lister tous les guerrieros de la démocratie qui idolâtrent Donald comme les 68ards qui collaient dans leurs chambrettes sous les toits des portraits du Tché ou de Mao, une sorte de confusion des genres, que pour remettre les mots en place, après Gaza, Riviera, voici l'Ukraine Eldorado de terres rares et autres minerais qui font baver la Silicon Valley, qui fait trépigner le golfeur de Mar-a-Lago. Et que c'est pas bien de trépigner sur un green au risque d'aplatir le gazon, et qu'un gazon à plein plat peut refiler la jaunisse au rebond des balles de golf. Un sport détestable de la vie des bovidés qui reste la langue pendante d'envie devant ces étendues d'herbe d'un verre gourmand. Mais il ne faut pas se méprendre. Le golf n'est pas une pratique réservée à un usage agricole. Même si les ruminants en casquettes, pantalons et chaussures assorties qui s'ébattent dessus peuvent le laisser penser qu'une fois de plus, je m'égare dans le maquis d'une pensée confuse. Oh, combien!
Difficile de se tenir sur le chemin de la route de la rigueur intello lorsque l'on doit évoquer le drame qui fait son cirque là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, et dont l'acteur principal bafouille toujours les mêmes insipides conneries. Qui dit oui, qui dit non, qui dit n'importe quoi. On rejoue Uburois en langue saxonne campagnarde. Mais, s'il vous plaît, si tu existes très haut, là-haut, fasse qu'à la fin de l'histoire, l'Ubu Trump et sa gonzesse ne viennent pas en France finir leur jour. Nous avons assez d'emmerdes avec nos politiques en toc, sans devoir accueillir ceux, d'ailleurs, et surtout ces deux-là. Non, je ne le digresse pas encore, je suis dans le sujet. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Ou mal embouché, pardon. Une bien belle chanson, qu'évidemment Trump le boursouflé ignore. Un grand vide culturel, qui pourrait, sans l'excuser, expliquer le morne silence de son esprit, ainsi que le choix fumeux de ses ministres et de ses conseillers, sans un brin de fantaisie dans la tête, un parpaing de mauvais béton qui tient la place de la pensée. Oui, vous avez raison, américain, sur un point seulement. Vous êtes mal dégrossi. Nous avons, paraît-il, un reste de cerveau reptilien. Dans la caboche des Américains, ce reste occupe presque toute la boîte crânienne. Une possible explication. Et que le plus lourdingue d'entre eux soit leur président. Rien d'étonnant. Que le pire de nos politiciens, s'il en existe un, il n'en existe plus d'un, hélas, ne peut descendre aussi bas dans les tréfonds du néant de la pensée que le Trump la mort de rire. Vous avez dit penser, mon cher cousin? Ouais, alors j'écoutais justement ce matin là un podcast du média sur le titre m'avait attiré, c'était Elon Musk et si c'était le début de la fin. Et c'était intéressant parce que c'est un observateur qui a écrit un livre là-dessus, qui connaît bien ce qui se passe aux États-Unis et qui disait qu'en fait, effectivement, la position de Musk pourrait aussi ne pas rester aussi glorieuse. C'est-à-dire que cet homme qui est encore aujourd'hui le plus riche du monde, par exemple, a perdu énormément d'argent parce qu'il y a un gros boycott avec ses voitures Tesla. C'est-à-dire que depuis qu'il a fait le salut nazi, il y a quand même une partie de la population, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui refuse de garder une Tesla parce que ça reste associé à ce geste. Et Elon Musk, Tesla était vraiment son soutien, son gros pôle financier. C'est-à-dire que ses actions au début de la campagne électorale avaient gonflé jusqu'à, je sais plus, 400 000, enfin un chiffre assez énorme. Elles avaient pris au moins une fois et demie ce qu'elles valaient. Et là, en fait, depuis cette investiture, en fait, c'est revenu au seuil d'avant la campagne et ça continuerait quand même de baisser. Donc ça, c'était important parce qu'il expliquait que Elon Musk, en fait, son train de vie, tous ses financements, il ne les paye pas avec son argent, mais avec des emprunts qu'il adosse à ses actions Tesla. Donc, en fait, si ses actions baissent, il va falloir qu'il en mette de plus en plus et ça pourrait quand même continuer à faire chuter le prix de l'action. Donc, c'était quand même intéressant de voir ce côté de l'affaire et de même toute sa politique d'efficacité gouvernementale, donc tous ces licenciements qui ont déjà eu lieu ont été faits quand même un peu sans réflexion, c'est-à-dire qu'il aurait licencié une partie des gens qui travaillent sur la régulation ou le comptage des armes nucléaires aux États-Unis. Et il s'est quand même aperçu qu'il avait rapidement fait une bêtise, quoi. Donc, il a voulu réintégrer une partie des employés, mais bon, les employés veulent pas forcément, puisqu'une fois qu'on a été licencié d'une manière quand même aussi abjecte, on a quand même un peu de fierté. De même qu'il a licencié des gens qui travaillaient sur l'observation de la diffusion de l'épidémie Ebola. Voilà. Donc il y a quand même des grosses boulettes qu'il a faites. Il annonce qu'il a réintégré des gens et tout, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc Elon Musk pourrait ne pas avoir forcément des jours aussi glorieux, quoi. Donc pour l'instant, malheureusement, il reste encore l'homme le plus riche du monde, avec son intelligence artificielle et son compte X, qui sont plutôt des postes qui lui coûtent de l'argent, mais qu'il utilise à des fins de propagande. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on sait comment ça fonctionne, tout dépend comment on l'alimente. Et là, l'interlocuteur disait qu'effectivement, il voulait supprimer des postes dans l'administration de standardisme, de gens qui répondent aux questions, et
faire en sorte que ce soit l'intelligence artificielle qui soit utilisée à ce moment-là, et qu'on peut effectivement faire des biais sur des réponses qui iraient vers quand même une pensée d'extrême droite. Donc ça va supposer qu'il va falloir être très vigilant par rapport à ça, de même que son compte X sert effectivement d'outil de propagande, quoi. Oui, on n'est pas sorti du trou, quoi. Mais il y a quand même, justement, aux États-Unis, parce qu'on n'entend jamais ces voix dissonantes, en fait. Donc là, c'était bien d'avoir aussi quelqu'un de l'intérieur qui connaît et qui disait, bah oui, ça se passe pas aussi facilement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement il y a des protestations. Il y avait des républicains. Alors bon, faut être un peu cucu-concon pour avoir voté Trump, qui s'était fait virer et qui regrettait. Bah, il faut peut-être des fois un peu réfléchir en amont et savoir à qui on donne sa voix, quoi. Oui, j'ai entendu un interlocuteur, un connaisseur de l'Amérique sur une émission de téloge dont je ne me souviens pas exactement laquelle, mais quand même, qui disait que non, c'est pas de l'extérieur qu'on fera changer la politique de Trump la mort, mais c'est de l'intérieur de l'Amérique qu'il y a des forces qui commencent à se manifester, comme tu viens de le signaler, et qui commencent à mettre en cause cette espèce de reconditionnement du pays par les fachos, quoi, voilà. Tout à fait. Voilà, moi pour mon presse-papier, du coup j'ai pioché un petit peu dans l'actualité plusieurs faits qui m'ont paru intéressants. C'est un article qui vient de Basta, qui est un peu le making-of que personne ne verra sur les coulisses du tournage d'une série qui s'appelle Frotter Frotter. Donc c'est une série qui est réalisée par Marion Vernou, qui est diffusée sur France TV. Et donc les premiers épisodes de cette nouvelle série sont inspirés d'une longue grève qui était menée par des femmes de ménage. Et on nous raconte le grand écart, là, dans cet article, entre les valeurs défendues à l'écran et ce qui s'est joué en coulisses. Et voilà ce qu'on dit: vous n'avez pas le droit de remplacer les grévistes. C'est Poumone Solange, donc dans le premier épisode de cette série. En toute illégalité, la direction de l'hôtel Nowhere, dans lequel elle est gouvernante, vient d'embaucher de nouvelles femmes de chambre pour casser la grève naissante. Donc la scène évoque une pratique courante dans les conflits qui animent le secteur de la propreté, mais bien moins sur les plateaux de tournage. Et pourtant, la boîte de production Ciné TV, qui produit cette série diffusée par France TV, s'est elle-même livrée à un tel remplacement lors de la grève historique des techniciens de l'audiovisuel qui a touché son tournage fin 2023. Donc l'histoire du tournage de Frotter Frotter est celle d'un grand écart donc entre ces valeurs donc défendues à l'écran, comme je disais, et l'exercice concret de la fonction patronale. Et c'est peut-être pour la réalisatrice Marion Vernou que la dissonance cognitive est la plus difficile à assumer. Elle, c'est une professionnelle confirmée qui avait été nommée au César. Et là, avec cette série Frotter Frotter, elle signe une série où elle se place donc du côté des salariés en lutte, mais sur le plateau, elle enfile au contraire son costume de patronne. Et elle est prête à s'opposer aux grévistes, selon les témoignages qui ont été recueillis par Basta. Donc la pression est mise sur les délégués du personnel, qui tentative d'ignorer les grévistes, puis de les remplacer. Et son comportement a fini par braquer une partie de son équipe et contribue à faire capoter la première session du tournage. Donc l'article est un peu plus long et il raconte effectivement ceux qui travaillaient sur les plateaux de tournage racontent toutes les pressions auxquelles ils ont été soumis, quoi. Alors qu'ils demandaient des augmentations de salaire qui étaient tout à fait légitimes. Mais elle a été tournée, cette série ? Bah, apparemment, elle a été tournée parce qu'elle commence à être diffusée, mais dans des conditions qui sont quand même assez difficiles pour ceux qui ont tourné, quoi. Avec des délégués du personnel qui se sont aussi sentis un peu tiraillés entre le tournage et les grévistes. Enfin, certains qui regrettent d'avoir continué à travailler alors que d'autres votaient plus de jours de grève. Enfin, c'est intéressant d'avoir effectivement ce qui se passe derrière une série qui est censée mettre en valeur les grèves des salariés, quoi, de ces femmes de ménage, quoi. Alors je voulais revenir aussi sur l'affaire BHL. Je trouve que c'est intéressant. Là, c'est le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire pour des soupçons de prise illégale d'intérêt à l'encontre de l'écrivain et des réalisateur Bernard-Henri Lévy, qui s'était révélé par Mediapart, une enquête du jeudi 13 février, et en cause le financement récurrent de ses films par la chaîne franco-allemande dont il est président du conseil de surveillance.
sans interruption depuis 1994. C'est la chaîne, bien sûr, Arte. D'ailleurs, on avait même changé, je crois, les statuts, parce que normalement, vu son âge, il ne devait plus reprendre ce poste-là, et il a été à nouveau mis en président du conseil de surveillance d'Arte. Donc l'alerte a été donnée par le fondateur du Parti Révolution écologique pour le vivant, et député affilié à la France Insoumise, donc Émeric Caron, qui a saisi la procureure de Paris le 5 février dernier. Et il a ainsi pointé le potentiel conflit d'intérêts dans un avis rédigé dans le cadre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, donc en lien avec le projet de loi de finances pour 2025. Et il questionne les conditions dans lesquelles M. Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, en charge du contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, a bénéficié à 4 reprises d'un soutien de la chaîne au financement de ses propres œuvres audiovisuelles et cinématographiques, représentant quand même, entre 2011 et 2022, pas moins de 750 000 €. Ce n'est pas des sommes dérisoires. Et on peut ajouter que les longs métrages produits par Bernard-Henri Lévy sont loin d'être des succès commerciaux. Il y a des films, il y a un film qui n'a fait que 505 spectateurs en salle, par exemple, un autre qui en a fait 1000. Donc en fait, il y a quand même des détournements de fonds. En plus, dans ces films, il prône quand même la guerre. Enfin, ici, on dénonce assez souvent tout ce que fait Bernard-Henri Lévy. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une suite intéressante sur cette affaire, et Émeric Caron peut lui faire confiance. S'il a mis quelque chose devant une commission d'enquête, c'est qu'il a des billes et qu'il sait tout à fait où il va, quoi. Autre fait, c'est Ronnie Broman. Alors, Ronnie Broman, on a souvent parlé de lui. C'est exactement le contraire de Bernard-Henri Lévy. Ouais, Ronnie Broman a longtemps été président de Médecins sans frontières. Il connaît très bien les terrains de guerre, et voilà. Et là, lors d'un colloque consacré à la commémoration d'Auschwitz, qui était organisé par l'UJFP, donc Union Juive Française pour la Paix, et Tchedek, qui est un mouvement pour la paix de juifs anti-sionistes. Anticolonialistes, exact. Il a déclaré « Gaza va supplanter Auschwitz dans ce qui relève de la métaphore de la cruauté absolue ». Et il ajoute « La mémoire d'Auschwitz apparaît comme une espèce de crachat à la figure des Palestiniens ». Et il ajoutait qu'il ne s'en réjouissait certainement pas, mais qu'il le constatait et le comprenait. Et en réaction, une tribune pétition publiée par Libération le 20 février l'accuse d'avoir, par ses propos, exprimé l'idée qu'Israël fait pire que le nazisme. Donc c'est mais Libération. Et ouais, Libération et Le Monde. Ouais. Donc voilà. Et après j'ai vu la liste des signataires. Bon, voilà, ça c'est dur. Enfin, vraiment c'est. Et donc il a répondu justement sur son blog Mediapart. J'ai mis le lien sur le blog. Donc il répond que c'est une interprétation qui relève de la spéculation malveillante, car s'il avait pensé et voulu exprimer cette idée, il l'aurait exprimée. Il n'aurait pas fait cette métaphore, et il a voulu reprendre acte d'une réalité, à savoir que la mémoire de la Shoah est sans cesse invoquée par les autorités israéliennes pour justifier les crimes commis contre les Palestiniens, et singulièrement le carnage commis à Gaza en nazifiant le Hamas, comme elle le faisait il y a peu de l'OLP et du Fatah. Donc les auteurs de la tribune évoquent à juste titre l'utilisation frauduleuse de la mémoire de la Shoah par les gouvernants israéliens, mais semblent en faire un détail alors que c'est l'essentiel, car c'est bien cet usage idéologique qui marque les consciences. Et il dit, ce ne sont pas les Juifs qui ont à répondre de cette boucherie, mais les Israéliens, de même que c'est le Hamas qui doit répondre des atrocités commises le 7 octobre. La comparaison Auschwitz-Gaza est tenue pour scandaleuse par les auteurs de cette tribune, lesquels semblent oublier en l'occurrence que comparer n'est pas confondre, mais est d'abord une condition pour distinguer. Quoi qu'il en soit, c'est en premier lieu du côté israélien qu'est entretenue la confusion de l'ennemi palestinien avec les nazis, et que toute critique de la politique israélienne est disqualifiée en antisémitisme. Là réside la banalisation de la Shoah et de l'antisémitisme. Donc commémorer Auschwitz, c'est se souvenir de l'abandon des Juifs engloutis dans la machine de mort nazie. Comment ne pas avoir à l'esprit lors de ces cérémonies la dévastation concomitante de Gaza, la montagne de cadavres qui s'y trouve, le crime contre l'humanité qui y est commis, avec l'assentiment des démocraties et le soutien actif de certaines d'entre elles. Donc l'intimidation par Auschwitz, le silence fait sur un massacre en cours est un ultime affront fait aux victimes de la Shoah, et cela au moment où les dirigeants israéliens trouvent leur meilleur allié dans un pays dont les dirigeants multiplient les signes de connivence avec d'authentiques néo-nazis.
Voilà. Donc j'ai mis tous les liens sur ces rubriques. Et on pourrait donc parler aussi, rapidement, de l'affaire Betaram. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle en ce moment. Et moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que dans une affaire qui est aussi grave, avec un Premier ministre ouvertement mensonger, ce serait même plus une histoire de droite ou de gauche, c'est-à-dire que tous les députés devraient se lever et demander sa démission, même les députés de son bord, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne peut couvrir de tels crimes pédocriminels, même si on est dans le parti de Bayrou, enfin c'est même pas imaginable, c'est là que je trouve que c'est glaçant, quoi. Oui, ça serait lui le seul qui soit pas au courant. Non, mais... c'est quand même assez ubuesque. C'est ubuesque, mais c'est terrible que quelqu'un comme Macron dise que Bayrou garde toute sa confiance. Oui, non, mais ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Il y a d'autres, il y a Ferrand et compagnie, là, qui est maintenant président du Conseil constitutionnel, un truand breton, là. Oui, alors juste, ouais. Bon, voilà, il n'a jamais désavoué non plus. Non, mais c'est vrai que c'est tout le monde, enfin, c'est tous les députés qui devraient se lever et demander, mais partez, c'est pas possible, c'est gravissime ce qui s'est passé. Et parce que là, les plaintes arrivent de plus en plus. En plus, il y a d'autres cas maintenant dans d'autres écoles religieuses qui sortent également. Enfin, c'est des enfants. Enfin, je sais pas, on peut pas, clairement. Enfin, on peut pas taper sur les enfants, on peut pas les abuser sexuellement. Mais si, on peut, la preuve. Voilà. Donc voilà ce que je voulais raconter. Je pourrais revenir aussi rapidement. J'ai écouté sur le site de Mermet, mais alors ça c'est pas accessible, il faut être abonné. Alain Ruscio, qui est un historien qui a travaillé sur l'Algérie et qui a sorti un livre, la première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, une histoire de conquête et de résistante. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et en fait, il raconte justement comment tout a commencé en Algérie. Et ça, c'est suite aux propos de Michel Apathy qui disait qu'effectivement, les Français en Algérie avaient fait des massacres, avaient commis plusieurs Oradour-sur-Glane, avait massacré des villages entiers, et lui, donc chez Mermet, répond à tout ça, il replace tout dans le contexte historique en disant effectivement tout ce qui s'est passé en Algérie est une abomination dès 1830, quoi. Oui, voilà, comme toutes les colonisations, comme ce qui se passe en ce moment en Israël, c'est le même schéma. Ouais. Il dit que la première guerre d'Algérie, effectivement, a commencé le 14 juin 1830 à 4 heures du matin, quand le premier soldat français a mis le pied à Sidi Férouge, et que les conquérants furent d'emblée confrontés à une forte résistance qu'ils n'avaient pas imaginée, avec le Abdelkader, justement, mais qu'ensuite, il y a eu 2 décennies d'affrontements d'une intensité extrême, qu'on a massacré, qu'on a décapité, plus de civils que d'armes, que de soldats. Effectivement, et que c'est une abomination, qu'on enfumait des grottes, on a parlé d'enfumade, on mettait les civils, les villageois qui fuyaient leur village, on les mettait dans des grottes et on les enfumait jusqu'à ce qu'ils meurent. On détruisait les plantations, etc., d'oliviers, d'orangers, de tout ce que vous voulez qu'il y avait dans les montagnes de Kabylie, quoi. C'est exactement le même schéma que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, en Cisjordanie, avec les fous furieux tueurs religieux sionistes là, qui tuent des Palestiniens, qui détruisent leurs maisons. Ça fait qu'il y en a des milliers qui errent sur les routes de Palestine, de Cisjordanie, voilà, parce que on les dépossède de leurs biens de la manière aussi atroce que les Français le faisaient avec les Algériens pendant la conquête de l'Algérie. Et effectivement, cette histoire de conquête de l'Algérie est souvent peu évoquée. On parle beaucoup plus après de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et là, on retrouve des noms comme le maréchal Bugeaud qui ont été absolument atroces. Faut pas oublier non plus. Et cette politique de terreur, elle était quand même approuvée, justifiée par les intellectuels de l'époque, comme Tocqueville, Lamartine. Voilà, d'autres très minoritaires dénoncèrent la conquête au nom de critères plus pragmatiques, éthiques ou politiques. Et c'était le prélude, effectivement, à 132 années de présence française, cette conquête de l'Algérie, qui représente un moment décisif dans l'émergence de l'esprit colonial et racial qui marqua durablement cette société hexagonale. Donc c'est un gros livre, il doit faire presque 800 pages, mais rien que d'entendre l'entretien avec Daniel Mermet et une autre jeune femme, c'est passionnant parce que c'est un historien donc qui a été travaillé sur toutes les archives et dit qu'en plus toutes les abominations qui sont décrites ne sont pas fantasmées parce que tous ces généraux, tous ceux qui commettaient ces actes abominables en étaient tellement contents qu'ils l'écrivaient. Donc il y a des traces écrites de tout ce qui s'est passé à ces moments-là. Et dans toutes les villes de France, il y a les rues qui célèbrent ces maréchaux
sanguinaire, etc. Alors, je crois que l'avenue Bugeaud, justement, a été débaptisée, mais enfin, il en faudra Oui, non, encore. mais il y en a pas il en aucune faudra avenue encore Bugeaud en d'autres. France. Non, mais c'est sûr que celle de Paris, en tout cas, a été Ouais. débaptisée. Mais effectivement, il en faudrait d'autres. Hein. Il faut un grand nettoyage. Exactement. يا لعليك القلب حزين وهذه السنين تدمع العين لا حبيبة يا فلسطين يا وين العرب نايمين يا زينة البلدان من ظلم الإخوان العتيان ولي صهيون اللي طمعين فيه ما نسمح بك يا غزال مالك ري علي بعيدا يا رفح ورام الله من ظلم الإخوة العتيان ولي صهيون اللي طمعين فيه. C'était Rajaoui Falastini.